Bonjour à toutes et à tous, à chacune et à chacun, et grand merci d'être si nombreux pour cette quatrième, je crois, séance de ce cycle de conférences. Il me revient d'accueillir et de présenter Jeanne Dorn, ce qui me fait grand plaisir, et je la remercie d'abord très vivement d'avoir accepté notre invitation. Jeanne Dorn a fait ses études à l'université de Lyon 3, où donc je l'ai connue, des études de philosophie, d'histoire et de lettres. Et maintenant, la voici contractuelle doctorante à l'université de Nanterre, Paris 10, Nanterre, où elle est chargée de cours en histoire de l'art. Elle prépare à Nanterre un doctorat, donc, en l'occurrence sur, disons, le rapport d'Yves Bonnefoy à l'histoire de l'art ou sur la poétique des arts plastiques dans l'œuvre de Bonnefoy, c'est à voir. Et voilà, c'est un travail en cours. Elle a publié divers articles sur Baudelaire et aussi sur Bonnefoy. Il faut mentionner qu'elle vient de terminer un ouvrage à mes yeux important et qui désormais donc cherche un éditeur, un ouvrage intitulé Baudelaire avec Rousseau, dont le sous-titre extrêmement frappant est celui-ci: la poésie et la question de la bonté. Donc, s'il y a des éditeurs parmi nous, c'est un appel que je me permets de lancer, puisque c'est un bien bel ouvrage qu'il m'a été donné de lire pas plus tard que la semaine dernière. Donc, maintenant, eh bien, je lui cède la parole. Jeanne va nous parler de Poussin et de la violence chez Poussin. Merci beaucoup, Jérôme, et merci Emmanuel et Benoît Chantre et à Jean Hérol de m'avoir invité. Comme Jérôme l'a dit, ce dont je vais parler aujourd'hui est extrait de ma thèse qui est en cours de rédaction et qui porte sur les écrits sur l'art et la pensée de l'art d'Yves Bonnefoy. Alors Yves Bonnefoy est surtout connu pour son œuvre de poète, mais il a aussi accompli un travail considérable de critique d'art. Et c'est cette part de sa recherche que je m'emploie à étudier dans mes propres travaux. Or, il se trouve que parmi les nombreux artistes auxquels il aura consacré des pages, on peut aisément constater qu'il n'en est pas dont il se soit senti plus proche, dont il ait envisagé le destin en parenté plus intime avec le sien, que Poussin. Et c'est donc de l'œuvre et de la vie de Poussin dont il sera question cet après-midi. Il l'évoque, Bonnefoy, cette œuvre de Poussin, il l'évoque dans beaucoup de textes et d'entretiens. Il lui consacre aussi plusieurs poèmes, dont un s'intitule L'Hommage, dans lequel il rend donc hommage à Poussin, qui choisit entre tous pour dire sa reconnaissance. Des reproductions des œuvres du peintre jalonnent son récit autobiographique qui s'intitule L'arrière-pays. Et enfin, pendant la dizaine d'années durant laquelle il enseigne au Collège de France, c'est une reproduction de l'autoportrait du Louvre qu'il place en face de lui dans sa bibliothèque, devant laquelle il travaille donc durant le temps de cet enseignement. Il parlera à cet égard dans un entretien plus tardif d'une relation de patronage qui le lie au peintre. De cette admiration profonde donc, du poète pour le peintre, il s'ensuit un ensemble d'interprétations nouvelles des œuvres, formulées pour la première fois dans l'ouvrage de 1970 sur la Rome baroque qui s'intitule Rome 1630, des interprétations qui s'approfondiront dans deux conférences de l'année 1994, prononcées à l'occasion des importantes expositions qui avaient eu lieu alors, des expositions Nicolas Poussin au Grand Palais et à la Villa Médicis à Rome. C'est de ces trois textes, ces deux conférences que je viens de mentionner et l'ouvrage Rome 1630, c'est de ces trois textes dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, car les principales clés d'interprétation de l'œuvre selon Bonnefoy y sont livrées. On circulera ainsi de la première période de l'art de Poussin à son arrivée à Rome en 1624, jusqu'aux œuvres charnières des années 1630, en particulier La peste d'Azode et L'enlèvement des Sabines, pour aboutir enfin au chef-d'œuvre de 1640, Les bergers d'Arcadie, du Louvre, dans lequel Bonnefoy décèle le testament de Poussin et le sens de son art. Dans
l'ensemble des interprétations de ces œuvres majeures, la question de la violence est centrale, comme d'ailleurs dans l'ensemble de la problématique de l'art chez Bonnefoy. Celui-ci s'inquiète en effet toujours dans ses essais de la violence exercée par la pratique artistique et du risque propre au culte des images. C'est ce que j'expliciterai à travers la figure du jaloux artiste élaborée par lui. Et cependant, son attrait simultané pour, disons, le grand art, son espoir souvent de rebâtir une civilisation en des temps modernes menacés, le conduisent à passer outre la question de la provenance de l'art dans cette violence. Alors même que celle-ci, cette question, s'offre à lui avec évidence dans certains tableaux. C'est alors la pensée de Girard qui, en quelque sorte, prendra le relais ou qui pourra fournir les clés manquantes pour la compréhension de ces tableaux. Dans le sillage de Jacques Tuillier, d'Anthony Blunt, de Pierre Rosenberg, Bonnefoy s'inscrit dans les recherches poussiniennes de la seconde moitié du siècle. Comme ces historiens, il repère dans la première période de l'art de Poussin, qui s'étend donc de 1624 à 1630, disons, il repère une double sensibilité, un attrait d'une part pour les couleurs chaudes, sensuelles, héritées de Venise, une volupté des corps dans des sujets érotiques comme Vénus et Adonis ou les sujets autour de l'enfance de Bacchus, où on voit des nymphes, des satyres étendus lascivement dans l'herbe. Je montrerai des images dans un instant. Donc, cette sensibilité-là que je viens de dire, et d'autre part, une sensibilité plus réflexive, morale, plus proche de Raphaël et d'une certaine gravité romaine, avec un goût marqué pour les compositions rigoureuses. Bonnefoy rappelle le contexte d'émergence de ses œuvres dans la Rome d'Urbain VIII, les rencontres déterminantes que Poussin y fait alors avec, d'un côté, le poète Marino, auquel il avait déjà eu affaire avant son arrivée, mais qu'il introduit dans les milieux romains, Marino et le climat sulfureux qui avait provoqué son poème La Donne dans la Rome d'alors, et de l'autre côté, sa rencontre avec, cette fois-ci, un érudit, un archéologue, Cassiano dal Pozzo, qui deviendra son mécène. Bonnefoy ne s'en tient pas, il les rappelle, mais il ne s'en tient pas à ses observations positives ni aux résultats des travaux d'érudition, et il s'emploie plutôt à mesurer les implications intérieures de tels événements historiques et biographiques et à exhumer les raisons subjectives d'une telle double appartenance. C'est en épousant le mouvement interne de la recherche propre du peintre et des données de sa vie que Bonnefoy tente de comprendre les motifs, les causes de ces différentes postulations. Sa méthode singulière, que je rappelle ici, réside en grande partie dans cette attention à l'individuel, sa critique d'art faisant droit à la dimension existentielle des œuvres, et je vais à ce titre citer un propos qui se trouve dans Rome 1630 et qui concerne Poussin. Bonnefoy écrit « Car ce grand peintre est trop un individu pour que ses déterminations personnelles n'aient pas à prendre le pas sur les conditions générales de la vie artistique contemporaine. » Comme ça, c'est annoncé, c'est clair. Cet individuel témoigne toutefois pour une condition universelle, celle de l'être au monde moderne, qui se constitue au siècle de Poussin, avec l'arrivée de la technique et des sciences pour se poursuivre et se radicaliser jusqu'à aujourd'hui. L'individu moderne, privé des croyances et des repères anciens qui structuraient son rapport au monde, ce que Bonnefoy nomme la ruine du sens ou encore la ruine du sacré, cet individu moderne, donc, fait l'épreuve d'une séparation traumatisante et d'une solitude à laquelle il va tenter de remédier par la multiplication de ses désirs et de ses rêves. Et c'est précisément de ce déchirement dont témoigne l'œuvre première de Poussin et un moment explicite de cette conscience divisée d'avec elle-même est l'année 1627, durant laquelle il peint à la fois la mort de Germanicus et Bacchus et Ariane. Je vais donc maintenant procéder au partage d'écran. Est-ce que vous voyez les œuvres, vous voyez les images? Oui. D'accord. Je pense que je peux agrandir. Oui, voilà. agrandir un On petit voit peu. mieux comme ça?
Ah oui, très bien. Donc là, je vous montre le Bacchus et Ariane qui se trouve au musée du Prado. Bon, dans une œuvre comme celle-ci, on se tient face à une fête des corps, pourrait-on dire, dans une lumière d'orage. La sensualité s'expose dans cette rêverie d'un âge d'or, une sensualité qui peut, dans d'autres œuvres semblables, aller jusqu'à la violence et qui est toujours érotique, dit Bonnefoy. Dans La mort de Germanicus, au contraire, l'agitation cède à la fermeté, aux formes sculpturales. Dans cette scène où se joue un drame, on peut discerner une influence des bas-reliefs antiques dans la composition en frise. Bonnefoy parle alors d'un sentiment obsédant de la limitation personnelle, d'une contrainte lucide et d'une réticence à se résorber entièrement dans la sensation. En tout cas, avec ces deux œuvres, Poussin dit son attrait d'une part pour le sensible, la profusion du réel, et d'autre part sa frustration d'individu fini, ses limites. Et cette frustration, cette fureur inassouvie de voir, de plonger dans la sensualité, on la discerne dans souvent l'avidité, voire l'agressivité de certains satyres épiant des nymphes, qui sont nombreux, ces satyres chez Poussin, ou encore dans la mélancolie, ici, de ces bergers observant Vénus, un tableau qui est à Dresde, qui là, ce serait davantage en effet une mélancolie qui atteindrait ces bergers, privés en quelque sorte de la beauté qu'ils observent, ou séparés du moins, davantage que l'avidité qu'on voit parfois chez les satyres. C'est aussi le cas dans un dessin dont je parlerai dans un instant davantage, qui est celui-ci, un dessin de jeunesse de Poussin, dans lequel on voit Polyphème observant l'étreinte d'Assis et Galatée. Poussin, devant ses pouvoirs de peintre, devant l'image qu'il crée, a facilement pu s'identifier aux satyres dont je parlais ou aux bergers, aux désirs insatiables. Une vingtaine d'années plus tard, je reprends Bonnefoy, une vingtaine d'années plus tard, à l'occasion de sa conférence, cette fois-ci sur les bergers d'Arcadie, il va approfondir la teneur de ce que je viens de montrer, la teneur de cette tentation de la rêverie qu'il repère dans cette première période. Il va orienter son interprétation dans un sens presque psychologique, en tout cas par l'étude des passions humaines, et en particulier de la jalousie. Donc. J'indique en passant qu'il est plus que probable que Bonnefoy ait parcouru dans ces années le Shakespeare de Girard, c'est-à-dire Les Feux de l'Envie, qui avait paru en 1990, et plus que probable qu'il en ait retenu certaines idées. Son interprétation va aussi s'enrichir de la lecture d'un texte, celle de Roland Furieux de l'Arioste, ou Orlando Furioso, qui avait paru en 1516, donc précisément une œuvre qui se situe à la charnière entre la Renaissance et les temps modernes, une de ces grandes épopées qui a fourni son lot de sujets à la peinture des siècles suivants. Et précisément, je l'ai dit, donc une œuvre qui se situe à la charnière et que Bonnefoy traduira quelques années plus tard. J'en rappelle brièvement la trame qui nous intéresse et qui est simple. Le chevalier Roland est amoureux de la princesse Angélique, qui, elle, était prise du soldat Médor, et il s'ensuit un triangle amoureux, somme toute classique, jusqu'à ce que Roland découvre les inscriptions qu'avaient gravées Angélique et Médor sur les arbres, comme font les amants, et qu'il entre alors dans une fureur jalouse considérable. Et alors, cette œuvre littéraire vient en aide, en quelque sorte, à l'élucidation de l'expérience du peintre, et je vais lire là ce que Bonnefoy a écrit. Il dit « Quand Orlando ou Roland découvre les inscriptions et se représente donc Angélique et Médor ensemble avec toute l'intensité dont la jalousie le rend capable, il est au plan de l'imagination, avec les facilités, avec même les ressources sans nombre que celle-ci accorde au désir formant ses fantasmes. Mais là où il faut qu'il demeure, dans sa solitude et sa finitude, ce n'est plus, par opposition au rêve, que l'existence comme on la vit, avec ses limitations et ses manques. » Je me permets ici une petite analogie avec la démarche de Baudelaire, qui, dans ses paradis artificiels, donnait, lui, à comprendre les périls de l'écriture et du rêve qui la caractérise souvent, les périls de l'écriture grâce au détour par l'ivresse de l'opiomane.
Et bien de même ici, Bonnefoy donne à comprendre le risque de la pratique artistique en la comparant à la folie du jaloux. Quel est le sens d'une telle comparaison? Eh bien, elle a pour fonction d'abord de faire comprendre le mécanisme producteur de fiction au principe de la pratique artistique, mais aussi elle relativise la sacralisation dont font l'objet l'art et les artistes en ravalant leur vocation à une passion aussi prosaïque et communément partagée que la jalousie ou l'envie en termes plus gérardiens, si on veut. Le jaloux et l'artiste sont comparables dans la mesure où ils ont en partage une propension à absolutiser certains aspects du réel qu'ils séparent d'une réalité plus complexe afin de les employer au service des rêveries qu'ils échafaudent ou encore des mondes d'images, comme dit Bonnefoy, qu'ils bâtissent. Le jaloux, comme l'artiste, projette sur le réel ses fantasmes, parfois au détriment de la vérité. Et c'est ce que montre le dessin du Polyphème que je vous annonçais. Polyphème, en effet, est séparé du couple en pleine étreinte par une montagne de rochers, aussi infranchissables que vaporeux, semble-t-il, comme des nuages. Ces pierres, ces rochers sont en quelque sorte des fantasmes immobilisés, aveuglants, qui montent plus haut que Polyphème et qui séparent l'individu précisément de la réalité. En tout cas, la disproportion d'échelle induit à voir dans le couple assez réduit une image, une projection du cyclope, de Polyphème. Avec la plume noire, le dessinateur a insisté sur le regard, sur la colère, la rage jalouse qui s'empare du cyclope. Et ces rochers qui reflètent l'épaisseur des fantasmes, donc, ces rochers sont l'instrument qui servira au meurtre d'Assis, sur lequel Polyphème lancera ces rochers. Autrement dit, ce sont les fantasmes ou la représentation, comme dit Bonnefoy, qui tue. Je souligne qu'en cette même année 1994, l'année de cette conférence, Bonnefoy traduit le Conte d'hiver de Shakespeare, qu'il accompagne d'une préface dans laquelle il explore cette figure du jaloux artiste. Et comme Orlando, Léonte, dans le Conte d'hiver, est brusquement ravagé de jalousie envers sa femme Hermione et son ami d'enfance Polyxène. Et Bonnefoy dit explicitement à nouveau l'analogie, même la parenté qui existe entre le jaloux et l'artiste. Il écrit, de par sa jalousie, de par sa fascination pour des apparences qui ne révèlent plus la vérité de l'objet, Léonte s'est comporté en artiste, au sens de ce mot qu'a fait sien Perdita, mais aussi Shakespeare. Perdita étant l'héroïne de cette pièce, l'héroïne bergère, qui oppose à l'artifice la vérité de la nature. Cependant, Bonnefoy, dans son rapport à cette première période de l'art de Poussin, il n'évoque justement pas la question d'autrui, laquelle est pourtant au centre de nombreux autres de ses textes. L'artiste qu'est Poussin ne semble faire de tort qu'à lui-même, et de jaloux va devenir mélancolique. Le jaloux qui s'environne d'images n'assouvit jamais vraiment son désir, c'est le sort aussi de Don Juan. Il aggrave même sa frustration, et c'est le sens, selon Bonnefoy, de la crise que traverse Poussin à la fin des années 1620, lorsqu'il est atteint d'une grave maladie, probablement vénérienne, qui compromet son énergie créatrice et qui le conduira à un changement profond dans son art qu'on analysera juste après. Le dieu fleuve, à ce moment-là, qui est commun à la première version des bergers d'Arcadie que je vous montre tout de suite, qui se trouve en Angleterre, le dieu fleuve qu'on voit ici au premier plan, il se retrouve dans le Midas se lavant aux sources du Pactole, qui est des mêmes années, on est là dans les années 1627-1628. Eh bien, ces dieux fleuves incarnent cette figure mélancolique, cet Orlando désespéré, projection de Poussin lui-même, dit Bonnefoy, victime des images qu'il a rêvées. Il écrit encore « La passion de Midas, dont en ce tableau il va se défaire, c'est l'or. Mais qu'est-ce que les images quand elles sont vécues avec l'avidité malheureuse qu'Arioste décrit chez Orlando, sinon une autre sorte d'or, également brillant, également destructeur. »
Le risque donc qu'entrevoit Bonnefoy dans ses dépenses érotiques, dans des paysages merveilleux, est celui de se laisser fasciner par ce qu'il appelle l'image et qu'il définit spécifiquement comme une illusion de réalité autre et plus haute, comme un pouvoir propre à la représentation et à la mimésis, de se donner pour plus satisfaisante, voire plus réelle que le lieu où l'on doit vivre. Par ailleurs, Bonnefoy ne dit pas non plus en quel sens concret ces images et cet or sont destructeurs. On se souvient pourtant que Léonte en venait à tuer sa femme, à abandonner sa fille aux bêtes sauvages, et que Roland, dans sa fureur, arrachait tous les arbres et tuait tous les paysans qu'il croisait sur son passage. Pour Bonnefoy, à ce moment-là, dans son rapport à Poussin, l'ivresse met en péril ce qu'il appelle l'ambition d'esprit, l'ambition spirituelle, et ce faisant, il n'évoque que la destruction qu'on s'inflige à soi-même dans cette passion, et à aucun moment il n'est question ici de la violence faite à autrui. L'artiste est donc à lui-même sa propre victime, victime de fantasmagories, d'images qu'il aura rêvées, victime aussi de son désir de posséder dans un monde voué à la carence de l'être. Peu après les déchaînements de l'érotisme et de la violence, après les orgies de Bacchus, la désillusion de Narcisse ou Midas, une synthèse de la double postulation opère chez Poussin sous le signe d'Apollon, et c'est l'inspiration du poète du Louvre, qui est comme un aperçu de l'intelligible, écrit Bonnefoy, la miraculeuse fusion d'une forme restée sensible et d'une pure pensée. Le sensible n'est pas évacué, mais purifié par le travail de la forme, par la symétrie, par l'équilibre pourvu par les lignes verticales et les horizontales, ces rappels-là, par l'immobilité aussi, donc un sensible rationalisé par la maîtrise d'un esprit. C'est de cette façon que Bonnefoy comprend la rupture que constitue cette œuvre de 1629-1630 dans l'œuvre poussinienne. Poussin y atteint un équilibre apaisé, gagné sur les passions, et s'achemine vers l'invention d'une poétique, celle d'un classicisme moderne que je définirai un peu plus loin. Poussin, écrit Bonnefoy, n'a pu manquer d'impliquer consciemment dans le calme d'esprit de ce tableau admirable la destinée de son art. Cependant, le tableau qui donne à voir à la fois la fracture, la division intérieure que j'ai dite et sa résolution dans la synthèse telle qu'on la voit ici, c'est La peste d'Azode et quelques autres tableaux d'histoire. Donc je prends maintenant en compte l'autre conférence de 1994, la conférence qui porte sur la peste d'Azode et l'enlèvement des Sabines et qui s'intitule Un débat de 1630. Dans ses œuvres, dans ses tableaux d'histoire, Poussin ne s'adonne plus à la rêverie, mais s'attache à la condition humaine dans l'histoire. On se déplace de la nature vers la ville, des arbres et des feuillages vers l'architecture, pour s'intéresser à des faits de société, aux faits humains en sa condition historique. Et Bonnefoy, par les tableaux qu'il cite, insinue que l'histoire est essentiellement violence. Peindre ces tableaux d'histoire ne signifie donc pas tant exalter les hauts faits de l'histoire et illustrer les grands récits fondateurs d'une civilisation, mais avant tout, pour Bonnefoy, réfléchir à la violence de celle-ci et à l'injustice. À propos de l'enlèvement des Sabines, auquel je viendrai après, il écrit « Les femmes ont dans leurs yeux une vraie douleur. Nous sommes au plus spécifique de l'acte humain qui est autant une énigme que confusion et violence. » À propos du massacre des innocents, que je montrerai aussi plus tard, il dit qu'il fait entendre là, que le peintre fait entendre là, à travers l'image, un cri de douleur plus terrible, dans l'inexpliqué, dans l'injustice, qu'aucun autre qu'avant Goya ait évoqué la peinture. Il évoque les visages douloureux dans cette peste d'Azode, les rats qui courent entre les cadavres, on en voit un ici, et qui font, tous ces éléments qui font la lucidité de Poussin, qui n'occulte pas l'âpre vérité de la vie, dit-il. Et c'est le dessin, pour Bonnefoy, qui permet de s'attacher aux individus particuliers, souffrants,
et de conduire à une réflexion spirituelle mieux que la couleur. Le dessin, qui pourtant est souvent sous sa plume l'instrument par excellence du concept qui délimite, de l'idéalité, eh bien, le dessin est ici réhabilité en quelque façon et sa signification devient éthique, comme chez Giacometti, dont il a aussi beaucoup parlé. Le dessin rappelle à l'artiste ses responsabilités. Il est l'instrument d'une confrontation au tragique qui ne recule pas devant l'horreur ni ne se contente d'une délectation colorée, comme c'était le cas chez Pierre de Cortone, auquel il oppose la poétique de Poussin dans ses pages. Dans cette conférence, donc, Bonnefoy retrouve toutes ces intuitions de Rome 1630, mais il les déplace dans un débat de l'époque qu'il analyse se faisant à nouveau frais. Et ce débat, c'était celui de la querelle, plutôt, la querelle disegno-coloré ou dessin-couleur, qui opposa les tenants du dessin à ceux de la couleur dans les académies de peinture de la seconde moitié du XVIIe siècle. Dans Rome 1630, je le rappelle, il s'agissait de comprendre comment concilier chez l'individu Poussin l'ambition d'esprit, disons, et le besoin de sensualité. Le souci dans un débat de 1630 se généralise et devient celui-ci: comment opérer la synthèse du dessin et de la couleur lorsqu'on s'est attaché au tragique de l'histoire et aux pires violences, lorsqu'on a choisi le dessin pour la dire et délaissé quelque peu, ce faisant, la couleur, considérée comme l'instrument privilégié du rêve. En effet, le dessin chez Poussin n'est pas le même que celui de Piero della Francesca, par exemple, ou bien d'Alberti. Chez ces derniers, le dessin renvoie à une musique des formes. Il est un art de la proportion par lequel on atteint l'absolu, tandis qu'il est chez Poussin l'instrument d'une confrontation à la finitude, au non-être de la personne, comme il dit. Et c'est donc sur un autre plan que le tableau va devoir élaborer un ordre et une harmonie. D'où le travail, selon Bonnefoy, sur l'architecture peinte qu'on voit ici, bien évidemment. Le travail sur l'architecture peinte en laquelle cette architecture se produit véritablement la réconciliation attendue. Bonnefoy écrit: en réfléchissant sur les proportions, dégager des formes qui aideraient les esprits à se libérer de l'aveuglement inhérent à la condition historique. La virtualité de l'architecture peinte, c'est en un mot la musique, celle qui peut élever l'âme au-dessus des passions, de la démesure qui causèrent l'événement que le tableau doit faire revivre, mais aussi bien méditer. En somme, le dessin devra être dépassé, c'est son mot, dans la forme architecturale, de même que la couleur devra être purifiée ou encore délivrée, filtrée, allégée, tout cela c'est son vocabulaire, grâce à cette méditation des nombres, pour parvenir à ce que Bonnefoy nomme après Rimbaud la musique savante. Et c'est ici, à mon sens, que la question de la teneur de la violence commence à être éludée par Bonnefoy, question que je vais pour ma part maintenir. Dans une note de Rome 1630, il s'explique sur ce que recouvre ce terme de musique savante, en précisant qu'il pense au procès chez Saint-Augustin, de la musique sensible. À la flûte de la courtisane, il faut opposer la disciplina, qui transcende le charme sensible de la modulation pour se consacrer à ses lois mathématiques, c'est ce qu'il dit, et il enjoint à ce moment le lecteur à se référer au symbolisme d'Apollon et Marsyas, dont je vais dire quelques mots tout de suite. Car dans Rome 1630, nombreuses sont les références directes à ce mythe. Bonnefoy dit premièrement que ce sujet signifie l'esprit accomplissant la nature, puis la victoire du classicisme sur le réalisme trivial. Et c'est aussi de cette façon qu'il interprète l'Apollon écorchant Marsyas de Guerchin, Guerchin le peintre qui était originaire de Bologne, contemporain ou un peu plus jeune que Poussin. Il sait, donc Bonnefoy évoque l'Apollon écorchant Marsyas dans la mesure où il sait que cette œuvre précède et détermine la conception du sujet
des bergers d'Arcadie, dont Guerchin est l'inventeur, et dont évidemment Poussin se souviendra une dizaine d'années plus tard, vingtaine d'années. Alors là, je m'appuie sur les analyses de Denis Mahon, un des spécialistes de Guerchin, car en effet, ce tableau des bergers d'Arcadie avait initialement servi au peintre, à Guerchin, à développer un motif, celui des deux figures de bergers, ces deux figures secondaires de spectateurs qu'il voulait introduire dans son Apollon écorchant Marsyas que je vous montre ici. On y retrouve en effet exactement les mêmes bergers que ceux des bergers d'Arcadie, au fond à gauche. Et donc ce groupe des deux bergers fut élaboré en premier sur la toile plus petite, avant d'être transféré sur la toile plus grande du Marsyas. Ensuite seulement la partie droite, toute la partie droite du tableau fut complétée par des objets capables de soutenir l'attention des deux bergers, et c'est alors un sujet propre qui émergea, qui n'avait pas été imaginé dès le départ de la création. En somme, Guerchin a finalement remplacé la scène de violente torture par une calme et sereine méditation sur la mort, et c'est ce sujet qui connut la postérité, notamment chez Poussin, mais aussi chez Bonnefoy, dans les interprétations qu'il en donne. Il tire en effet des conclusions quant aux préoccupations de nature spiritualiste de Guerchin. Il discerne une inquiétude catholique dans cet écorchement qui signifie, selon lui, la victoire de la lyre, instrument de l'âme, sur la flûte, ce ferment des passions du trouble des sens. De même, le memento mori, le crâne qu'on voit ici, c'est un rappel catholique, selon lui, face aux nombreuses rêveries érotiques de l'époque, et c'est aussi le sens qu'il discernait dans la première version des bergers d'Arcadie, dans lesquels, en effet, une croix était incrustée dans la paroi, qu'on ne voit pas très bien dans les reproductions, et qu'on voit beaucoup mieux dans les esquisses préparatoires. C'est donc au symbolisme traditionnel du mythe qu'il s'en remet, sans interroger plus avant, même sans interroger tout court, la scène d'une violence inouïe qui se déroule sous les yeux des spectateurs. Alors, est-ce que Poussin lui-même avait pu voir cet Apollon écorchant Marsyas, qui date des années à peu près 1618, et qui avait d'abord été élaboré à Rome, avant d'être transféré à Florence pour remplir sa commande? Et en effet, dans les inventaires du Palais Pitti, où il est conservé, il n'est mentionné qu'à partir de 1638. Enfin, je n'ai pas de réponse à cette question, mais en tout cas, on peut formuler ceci, que le sujet des bergers d'Arcadie en peinture provient directement de ce soubassement violent, de sorte qu'on peut en inférer que ce n'est pas tant l'idée de la mort, comme le voulait Bellori dans sa traduction de Et in Arcadia ego, l'inscription qui se trouve ici sur la pierre et qui se trouvera à nouveau évidemment dans le tableau de Poussin. On peut en inférer donc que ce n'est pas tant l'idée de la mort sur laquelle méditent les deux bergers, qu'un mort particulier, comme l'entendait Félibien. Ces querelles grammaticales autour de la signification de Et in Arcadia ego, c'est Panofsky qui en fait état dans son ouvrage sur l'œuvre d'art et ses significations. Donc là, je répète après lui, mais on peut préciser pour notre part que même au-delà d'un mort particulier, il pourrait s'agir d'une victime même particulière, donc, si on se souvient de Marsyas. Il s'ensuit que les bergers d'Arcadie n'est pas tant une méditation sur la finitude, comme le suggère aussi Bonnefoy. Il écrit une prise de conscience du fait que la mort existe, pas tant donc une méditation sur la finitude qu'une découverte du meurtre fondateur. Et in Arcadia ego devient un sujet pictural qui réfléchit à la violence, au fondement de toute communauté humaine, et en particulier au fondement du mythe de l'Arcadie, ce mythe de l'âge d'or qui a traversé les siècles, dont l'harmonie et la douceur de vivre apparente reposeraient en réalité sur un lynchage préalable. Or, là où Bonnefoy indique une voie fructueuse de réflexion, c'est lorsqu'il discerne dans les bergers d'Arcadie de Poussin une réflexion, alors là, non pas tant sur les conditions de possibilité des sociétés humaines, mais sur les conditions de son art, sur les conditions de son propre art, l'art de Poussin.
En 1640, la date de cette œuvre, Poussin, en 1640, doit rentrer en France sous ordre du roi pour honorer des commandes officielles. Et on sait par sa correspondance qu'il aura tenté jusqu'au bout d'éviter ce départ qu'il redoute, mais le voilà contraint de quitter sa femme, son atelier, la campagne romaine qu'il aime, avec de surcroît les dangers que représente un tel voyage à l'époque. Tout ceci fait que Poussin signe, selon Bonnefoy, dans ses propres bergers, qu'il peint aussi pour lui-même, qui n'est pas le résultat d'une commande, il peint son testament. Et Bonnefoy formule une hypothèse forte quant au sens de ce tableau. Il écrit « Moi, Poussin, même dans le locus amenus si facilement évocable par la peinture et si dangereux pour l'esprit, moi, Poussin, j'ai su préserver cet esprit, mon grand projet, je suis toujours là, ayant réussi à transformer la scène du rêve en lieu terrestre, à la fois réel et divin, disons en locus formosus, en lieu de beauté. » Et comme Poussin, selon Bonnefoy, n'a pu survivre de cette façon qu'en mourant à ses désirs personnels, à son existence d'individu passionné, il parle de mise à mort du moi ordinaire, eh bien, ce fait explique que cette déclaration apparaisse sur une tombe, et plus encore sur celle-ci, puisque cette tombe, c'est précisément un monument qui tranche dans cette nature et cette humanité augurale. C'est un monument artistique, ou en tout cas comme l'art ancré, et qui n'a de beauté, par ailleurs, que grâce à ses proportions, qui n'est pas spécialement ouvragé, mais qui est artistique par ses proportions. Et pour un Poussin, c'est l'essentiel, c'est l'art même, dit Bonnefoy, car les proportions sont musique. Il écrit, et je le cite à nouveau parce que c'est important, « D'où suit que ce tombeau où le moi ancien de Poussin gît sacrifié, c'est son art, c'est sa création, né précisément de ce sacrifice. » Et il ajoute, « Poussin a fait du tombeau la possibilité même de son œuvre. » Poussin a fait du tombeau la possibilité même de son œuvre. Donc voilà un énoncé assez extraordinaire qu'évidemment, on ne peut qu'être tenté d'entendre aussi autrement, et c'est ce à quoi je vais m'employer maintenant. Car il s'ensuit deux choses. Premièrement, de même qu'Apollon a triomphé de Bacchus ou Marsyas dans l'inspiration du poète, on s'en souvient, de même, dans La peste d'Azode, c'est sur le désordre du désir que triomphe l'art de Poussin. Et c'est bien sous le signe d'Apollon, à nouveau, que ce triomphe opérait dans La peste d'Azode. Bonnefoy le disait là encore expressément, sous le signe d'Apollon, sous le signe non plus de la guitare, de la mélopée trouble des sens, mais de la lyre. Ainsi, les termes pour décrire le cheminement aboutissant à l'inspiration du poète du Louvre sont ceux mêmes qui désignent la seconde voie possible pour la synthèse, celle de l'architecture peinte, incarnée par la peste dès Rome 1630, dès son ouvrage de Rome 1630. La musique donc de l'architecture est la même que celle de la lyre, une musique pour dépasser l'opposition du dessin et de la couleur, une musique savante donc, pour éduquer le désir. Il s'ensuit un travail du négatif, qui est une expression qu'emploie souvent Bonnefoy, ou parfois, un travail du négatif grâce au nombre, au rapport harmonieux, afin d'épurer définitivement l'élément désordonné, violent, qui demeurait encore dans les œuvres du peintre et qui caractérise l'existence ordinaire. La lutte contre le rêve, qui triomphe grâce à Apollon, est la même chose que la lutte contre la violence de l'histoire grâce à l'architecture. Et le tombeau dans les bergers d'Arcadie est le résultat triomphant de cette lutte. Or, il y a une autre figure qui incarne cette victoire, que Bonnefoy désigne en passant, mais avec force, et c'est Romulus dans l'enlèvement des Sabines. Et je vous montre ici la version de New York. Il y a deux versions de ce tableau. Celle-ci se trouve à New York.
Et Bonnefoy écrit « Ce Romulus est aussi et d'abord l'artiste qui ne doit peindre qu'en réfléchissant sur le sens de ce qu'il a accepté ou choisi de représenter. » Bien. Mais Romulus est aussi et surtout celui qui a ordonné le rapt et en a suivi méditer l'accomplissement, comme le note Bonnefoy. Donc si Poussin se figure en Romulus, comme l'indique Bonnefoy, c'est peut-être qu'il sait que son art, incarné par la ville et son architecture, encore présente dans cette œuvre, il sait que son art provient originellement d'une violence. Avec le rapprochement de l'artiste et de Romulus, ce qui est révélé, c'est que l'artiste n'est plus seulement un Apollon mettant en péril son ambition d'esprit lorsqu'il se voue aux images délectables, mais un Apollon bourreau, ayant originellement édifié cet esprit, cette beauté à laquelle il est parvenu sur le sacrifice des victimes qu'on voit au premier plan. Car Romulus est la prolongation des colonnes, leur incarnation vivante et leur créateur, puisqu'il est le fondateur de la ville, cette ville dont on voit au plan inférieur qu'elle présuppose la souffrance des victimes sous ses fondations. Mais Bonnefoy continue de voir dans cette foule déchaînée, aliénée, souffrante, le symbole de la première période de l'art de Poussin, de laquelle il doit se ressaisir en s'élevant au-dessus d'elle. Il amenuise, ce faisant, la complicité possible de l'art avec cette violence originaire, comme dans toutes les expressions que j'ai relevées concernant le sacrifice de Marsyas. J'ouvre une parenthèse pour indiquer que Bonnefoy considère cette version, la version de New York, comme la plus belle par rapport à celle du Louvre, qui est celle-ci. Il ne dit pas pourquoi, et on peut se demander si ce n'est pas parce que dans cette version, dans la version de New York qu'il préfère, Romulus se tient droit, il se tient ferme tout en maîtrise, tandis que dans la version du Louvre, un tout petit peu plus tardive, il est tordu, il est cambré comme un être un peu dévoyé, qui se laisse fasciner par son ambition de grandeur, par sa volonté de puissance, un peu à l'image du prêtre penché sur sa victime dans Le martyre de Saint-Érasme, qu'a analysé Fumaroli et sur lequel je ne m'arrêterai pas. Et donc cette figure penchée aurait pu conduire, peut-être davantage que celle-ci, à un soupçon. Si Romulus, donc je le répète, est l'artiste, comme le formule Bonnefoy, et le bourreau, comme il le dit à demi-mot, sans en tirer les conséquences, alors en retour Apollon, qui représente l'artiste accompli ou la conquête de la forme libératrice, cet Apollon se retrouve soupçonné et possiblement complice d'un ordre sacrificiel qu'il reconduit. Pour résumer, Bonnefoy discerne que l'art est susceptible d'exercer une violence dans sa façon de substituer au monde et à autrui de la représentation, et c'est l'apport de son rapprochement du jaloux et de l'artiste, mais il ne sait pas que cette représentation provient, comme toutes les institutions humaines, d'une violence, comme pourtant le révèle le rapprochement de l'artiste et de Romulus et le mythe d'Apollon et Marsyas. Bonnefoy n'entreprend pas la généalogie qui permettrait de comprendre l'origine de la représentation et la raison profonde de la violence de la pratique artistique lorsqu'elle reconduit cette origine violente, plutôt que d'en faire la critique. Or, ce savoir et cette critique, il me semble que Poussin les avait donnés à voir, au moins une fois explicitement et avec extrême lucidité, dans son Massacre des Innocents de Chantilly, qu'on peut dater des années 1627-1628 en suivant les indications de Pierre Rosenberg et d'autres historiens. Le voici, donc, ce Massacre des Innocents de Chantilly, qui est un tableau qui met en scène dans l'œuvre de Poussin pour la première fois une architecture peinte. Alors auparavant, on pouvait voir des colonnes isolées, comme dans le martyre de Saint-Érasme que j'ai évoqué, ou bien des salles, mais des salles closes, comme dans la mort de Germanicus, qui n'avait pas de lien avec la lumière extérieure. Donc là, on peut quand même considérer que c'est le premier tableau qui présente une architecture comme celle-ci élaborée, premier tableau d'histoire, comme l'a relevé
un autre historien de l'art, Oscar Bechmann, qui renverse les caractéristiques de la représentation mythologique. En ceci que les mouvements des personnages se déploient vers l'extérieur et laissent un centre évidé. Pour la première fois, donc, l'architecture construit la scène de l'histoire et, pour la première fois, selon Bonnefoy, un cri inouï se fait entendre dans la peinture. J'avais déjà cité cette phrase que je répète. Peu avant de concevoir la peste d'Azode, Poussin avait peint d'ailleurs le massacre des innocents et fait entendre là, à travers l'image, un cri de douleur plus terrible, dans l'inexpliqué, dans l'injustice, qu'aucun autre qu'avant Goya ait évoqué la peinture. Ce qui signifie que la nouveauté de l'architecture est liée, ou plutôt soudée, à ce cri effroyable, le cri de cette mère au centre du tableau. Le premier tableau d'histoire est un tableau qui réfléchit au commencement de l'histoire dans le sacrifice des innocents. Poussin a choisi de placer sa composition non pas dans la réalité quotidienne, mais dans un décor antique qui se déploie comme une scène de théâtre surélevée, comme une scène de supplice. Et l'architecture est bien le soutien du pouvoir, son incarnation intransigeante qui nécessite à sa base des victimes. Le bourreau, comme Romulus dans l'enlèvement des Sabines, adosse son pouvoir aux deux massives colonnes qui le soutiennent dans son acte. Sa jambe est parallèle au fût des colonnes. On peut relever facilement le style massif, le style dorique, le style sévère qui incarne le pouvoir politique, et le temple d'ordre corinthien à droite, au fond à droite, qui, avec un style donc plus ouvragé, le style corinthien, qui est davantage l'ordre des raffinements, l'ordre de l'ornement, et qui peut davantage signifier le temple de l'esthétique, indifférent, peut-être complice du pouvoir politique. Les enfants morts sont déjà presque de la pierre, la rotondité de leur tête se retrouve dans l'obélisque du fond. Cet obélisque qui est une architecture funéraire et sacrée, ce qui signifie qu'aussitôt sacrifiés, ces enfants seront réintégrés à l'ordre. De même donc qu'Apollon sacrifie Marsyas, de même l'architecture s'érige sur le massacre, et cela, c'est grâce à Poussin qu'on le discerne. Le massacre des innocents est en quelque sorte l'Apollon et Marsyas que Poussin n'a pas peint, qui réfléchit sur la condition de possibilité de la forme. Ce cri et le visage de la mère se font voir au centre exact de la composition, là où se situera la lyre sans corde d'Apollon, le représentant donc de Poussin parvenu à la maturité de son art. Donc le cri de la mère se retrouve, enfin, le centre du tableau. Enfin, disons, pourquoi cette lyre est-elle dépourvue de cordes, comme on sait qu'elle est dépourvue de cordes, sinon parce qu'elle ne chante pas, mais rappelle le cri, la bouche béante de la mère et des victimes de l'ordre social qui étaient visibles dans le massacre des innocents, juste quelques années auparavant. Par ailleurs, l'entrelacement des bras de la mère, du bourreau, qui forme comme ça une sorte de centre, lui aussi, enfin en tout cas de cercle, d'ellipse, cette espèce d'entrelacement, eh bien, c'est aussi celui des mains, des bras des bergers qui essayent de déchiffrer l'inscription avec l'ombre qui là aussi forme un centre. En tout cas, toute l'attention est rivée au centre de l'œuvre. Et donc, on peut là aussi former l'hypothèse que ce qu'ils essayent de déchiffrer, ce qu'ils découvrent dans l'inscription, je l'ai déjà un petit peu dit, cette inscription mystérieuse, eh bien, ce qu'ils découvrent, n'est-ce pas le secret de leur communauté, ce centre vide, cette béance et l'horreur indicible. Ce n'est pas tant le moi de Poussin, comme dit Bonnefoy, qui gît sacrifié, que la mère, les innocents, toutes les victimes de l'histoire au fondement de l'architecture. Et Apollon est le mythe qui vient soutenir ces constructions de l'histoire. Poussin, avec son massacre des innocents, sait qu'à l'origine de la forme, à l'origine de l'architecture, il y a un meurtre
qu'il soit donc celui de Marsyas ou celui des enfants naissants ou de leur mère. Mais Bonnefoy ne s'arrête pas sur cette œuvre, il indique en passant le cri inouï, mais il ne s'y attarde pas. De même, Bellori et Félibien, les biographes attitrés presque de Poussin, dans leurs écrits, ne citent pas le tableau, alors que je suppose qu'ils ont dû le voir, mais là encore, il faudrait vérifier. Bon, au contraire, un tableau comme La mort de Germanicus, des mêmes années, a connu une grande fortune. Donc Bonnefoy évince ces composantes, pourtant essentielles à mon sens, et cela pour deux raisons, j'ai aucune idée de l'heure, mais pour deux raisons principales sur lesquelles je finirai en tout cas. Dans son interprétation tout à fait quand même originale des bergers d'Arcadie, il endosse néanmoins l'idée répandue depuis la Renaissance, l'idée néoplatonicienne d'une nécessaire purification des passions, d'une éducation du désir consistant à dépouiller l'homme de sa laideur extérieure, terrestre, pour révéler la beauté intérieure ou céleste. Et on l'a vu avec les nombreuses expressions qui étaient les siennes concernant Marsyas. L'individu Poussin a dû se dégager de la prison des réclamations corporelles, de son moi étroit, pour satisfaire à son ambition d'esprit et parvenir aux grandes œuvres. La beauté, le savoir sont donc ses réalités les plus hautes. Et voici ce qu'écrit Bonnefoy. Aussi bien Poussin s'est-il placé dans l'inspiration du poète, sous le patronage du Dieu de la clarification de soi et de l'équilibre. La perfection de la forme n'a pas à signifier une ascèse, mais à aider une catharsis. Alors, premièrement, je rappelle que le mot de patronage avait été employé par Bonnefoy pour dire la sorte de relation qui le liait au peintre, donc se plaçant sous le patronage de Poussin, qui lui-même avait pour patron Apollon, signifie que Bonnefoy se place lui aussi à cet instant, du moins, sous le patronage du dieu de la beauté. Deuxièmement, son interprétation dans le sens d'une catharsis reconduit la lecture sacrificielle du mythe et ne voit pas qu'Apollon et Marsyas ne sont pas le même, ne sont pas deux moments ou deux faces d'un processus conduisant à la beauté, mais Marsyas est l'autre, sacrifié par l'art et par l'idéalisme ou le classicisme en particulier. Apollon, qui découpe artistement Marsyas, transmute ce corps supplicié en forme classique, recevable par une communauté. Cette incapacité à voir l'autre en Marsyas désigne en réalité l'incapacité de toute une tradition classique et était contenue dès le départ des analyses de Bonnefoy dans son éviction d'une problématique pourtant omniprésente dans ses études notamment de Giacometti et dans de nombreux autres. Deuxièmement, il faut aussi rappeler l'influence importante de la philosophie hegelienne sur le jeune Bonnefoy dans ses années de formation, alors qu'il était l'élève de Jean Wahl. Il reprend à son compte l'idée d'un travail du négatif, je l'avais dit, qui signifie chez Hegel le passage par la mort, le ressaisissement par la mort, pour parvenir à la vie de l'esprit, ou en d'autres termes, l'abolition du particulier pour parvenir à l'universel. Universel qui désignait la conquête spécifique de l'inspiration du poète et qui n'a jamais cessé de fasciner Bonnefoy. La fracture moderne que je rappelais au départ était celle qui initiait aussi le cheminement philosophique de Hegel et qui assignait à l'art, et en particulier à l'architecture, la tâche de réconcilier les oppositions. L'esprit, chez Hegel, produit les œuvres de l'art beau pour réduire la fracture entre le sensible, le périssable, et la pure pensée et le concept. Et c'est ce que Bonnefoy désire à travers son expression d'un classicisme moderne qu'il définit comme suit: viser à une forme totale où esprit et sensible viendraient à n'être plus qu'un, une civilisation, en un mot, comme fin à la recherche du peintre, une société comme œuvre dernière, plus synthétique qu'aucun tableau. Le seul impensé demeurant de savoir sur quoi reposerait une telle société esthétique, une telle forme totale,
peut-être totalisante. Et en effet, la philosophie hegelienne dont hérite en partie Bonnefoy est elle-même tributaire du néoclassicisme d'un Winkelmann, dont l'histoire de l'art repose tout entière sur une censure, celle du cri des victimes explicitement prohibé, celle de tout mouvement discordant qui compromettrait le règne de la beauté pure.